Jean-Vincent Lindre, bonjour. Bonjour. Bienvenue au sein de cette bibliothèque patrimoniale de l'école militaire et merci d'intervenir au profit de ce cours en ligne. Jean-Vincent Lindre, vous êtes agrégé et docteur en sciences politiques, vous êtes professeur à l'université Paris II Panthéon-Assas et vous êtes également directeur scientifique de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM. Alors vous êtes l'auteur de nombreuses publications et votre dernier opus, La ruse et la force, une autre histoire de la stratégie, a été publié en 2017 aux éditions Perrin. André Boffre présentait la stratégie comme une méthode de pensée permettant in fine de choisir les meilleurs procédés en fonction de la situation, de la conjoncture. Alors Jean-Vincent Lindre, dans le prolongement de cette semaine consacrée aux fondamentaux, pourriez-vous tout d'abord revenir sur la généalogie, la nature, les finalités de la stratégie? Alors d'abord la généalogie. La stratégie est née à l'époque de l'Antiquité. Il est frappant d'observer que au même moment, en Chine et en Grèce, au 5e siècle avant notre ère, il y a une sorte de naissance de la stratégie. Comme fonction, comme métier. Le stratège, c'est celui qui a pour charge de commander les troupes, de guider les soldats à la guerre. Et donc la généalogie de la stratégie est marquée par cette fondation et par ce moment où, au fond, stratégos signifie le stratège, celui qui exerce cette fonction au sein de la cité. Ensuite, sur la nature de la stratégie. Là, c'est un peu différent. La stratégie, on peut considérer que c'est à la fois une pratique, une action, le fait de guider les troupes vers la victoire militaire, mais c'est aussi une activité intellectuelle, puisque pour guider les troupes vers la victoire, il faut que le stratège mette en place tout un dispositif pour surprendre l'ennemi ou pour le vaincre tout simplement sans forcément qu'il y ait surprise. Donc la nature de la stratégie, c'est cette combinaison entre une pratique et une activité intellectuelle. Quant aux finalités, eh bien, c'est évidemment la victoire. Le rôle du stratège, c'est de vaincre et c'est de faire en sorte que cette victoire militaire, cette victoire sur le terrain militaire, soit couplée à une victoire politique. Puisque, rappelons-le, la stratégie est un moyen, elle n'est pas une fin. Elle est le moyen militaire en vue d'une finalité qui est politique. Et c'est la raison pour laquelle on cite souvent cette phrase de Clausewitz, la guerre n'est rien d'autre que la continuation de la politique par d'autres moyens. Sous-entendu, la guerre est un moyen et la finalité est toujours politique. Par exemple, conquérir un territoire. Le fait de vaincre et de conquérir ce territoire, c'est une victoire militaire, mais il faut que ce soit adossé à une finalité politique qui est déterminée par le responsable politique. On a vu que la stratégie, c'est à la fois une réflexion sur comment mener la bataille et parallèlement sur le fait de la mener. Alors, comment peut-on différencier ces deux aspects de manière théorique? Et puis, j'aurais une autre question qui concerne la relation à l'autre, l'autre avec un grand A, à l'ennemi. Comment cette relation se noue-t-elle? Alors, Lucien Poirier, qui était un des grands théoriciens français de la stratégie, notamment de la stratégie nucléaire française, faisait cette distinction qui est très éclairante entre le stratège et le stratégiste. Il est important de rappeler toujours cette distinction. Pourquoi? Parce que le stratège, c'est celui qui a pour charge de commander les troupes, celui qui est nommé en quelque sorte par le politique pour conduire la guerre. Le stratégiste, c'est celui qui étudie la guerre. C'est celui qui considère la stratégie comme une science et non pas seulement comme un art. C'est celui qui étudie les raisons de la victoire. Pourquoi un général, pourquoi un stratège a remporté la victoire à Austerlitz, en l'occurrence Napoléon? Pourquoi Thémistocle a remporté la victoire contre les Perses à Salamine? Le stratégiste cherche à comprendre pourquoi la victoire a été emportée, alors que le stratège, lui, il cherche la victoire. Ça, c'est très important. Ensuite, sur l'autre. Effectivement, la stratégie, j'ai coutume de dire que c'est une science de l'autre. Non pas qu'il s'agit de faire ami-ami avec l'autre, bien entendu, puisqu'on parle de guerre. Mais si l'on veut que le stratège l'emporte sur l'autre, pour qu'un stratège l'emporte sur l'autre stratège, pour que A l'emporte sur B, il faut que A se mette à la place de B. Il faut qu'il se mette dans la tête de B. Il faut qu'il s'imagine, au fond, comment B réfléchit. C'est la meilleure manière de remporter la victoire, et c'est ce que Clausewitz détermine par les actions réciproques. C'est-à-dire que lorsque A agit sur B, B réagit. Et donc il y a un phénomène d'interaction, et celui qui l'emporte, c'est celui qui finalement a un coup d'avance
celui qui a réussi à voir plus loin que l'autre, et c'est aussi celui qui s'adapte. D'où l'idée qu'il y a une prise en compte essentielle de la temporalité dans la stratégie. Non seulement le temps long de la planification, mais aussi le temps court de l'adaptation. Et c'est pour ça que l'on peut parler de dialectique des volontés qui utilisent la force pour régler leurs conflits. Oui, dans une guerre, Clausewitz le disait déjà, la guerre est un duel des volontés. C'est l'expression qu'il donne. Ça a été repris par André Beaufre, que vous avez cité tout à l'heure. Cette idée que fondamentalement, dans la guerre, il y a deux volontés qui s'affrontent et qui cherchent à l'emporter l'une sur l'autre. C'est pour cela qu'il est très important de rappeler la dimension politique de la stratégie. Les soldats qui combattent ne combattent pas simplement pour l'emporter, ce n'est pas simplement un jeu, c'est aussi un enjeu politique. La stratégie, c'est un jeu au sens intellectuel du terme, mais c'est aussi un enjeu au sens politique, au sens où souvent c'est l'intégrité et la viabilité de la communauté politique qui est en jeu dans une guerre. Si on prend les guerres de la Révolution et de l'Empire, si on prend la Première Guerre mondiale, même si on prend la guerre froide, qu'est-ce qui était en jeu? Sinon la pérennité du modèle américain dans le cas de la guerre froide d'un côté et du modèle soviétique de l'autre côté.